Nous recevons le syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec. Donc, nous avons trois invités. Son président, M. Frank Perales. Nous avons également M. Patrick Mello, qui est le vice-président, et Maître Engelhardt du même syndicat. Alors, bienvenue, messieurs, aux travaux du comité consultatif sur la réalité policière. Je m'appelle Bernard Sévigné, je suis le coordonnateur du comité et je vais présider cette séance de consultation. Je vous présente rapidement mes collègues, Mme Nicole Gibault, Madame Gibault qui est dans l'Outaouais, Mme Marlene Jennings qui est à Montréal, M. Alexandre Matt Bonjour. Qui est à Québec et M. Louis Côté Bonjour. Qui est à Sherbrooke. Alors voilà pour les présentations. Je le disais au préalable, nous avons reçu votre mémoire, les membres en ont pris connaissance. Maintenant, pour les consignes, je vais vous laisser un moment pour vous présenter et par la suite, vous aurez 10 minutes pour présenter votre mémoire. Je vais me permettre, au besoin, à la dernière minute, de vous le dire pour que vous puissiez conclure. Et par la suite, on s'engage dans une période de questions de 20 minutes. Alors, si vous voulez parler, simplement activer la fonctionnalité lever la main de façon à ce qu'on puisse coordonner la dynamique de la rencontre. Alors, sans plus tarder, Monsieur le Président, pour les présentations, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, membres du comité. Je suis accompagné aujourd'hui de M. Patrick Mello, qui est le vice-président secrétaire trésorier, ainsi que de Maître Vincent Engelhardt, qui est de la firme Poudrier-Bradet, comme conseiller au niveau juridique. Alors, vous disposez de 10 minutes, M. Perales. C'est à vous. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les membres du comité. Je m'appelle Frank Perales et je suis le président du syndicat des constats spéciaux du gouvernement du Québec. Notre organisation représente plus de 380 constats spéciaux du ministère de la Sécurité publique, desservant la population dans plus de 50 palais de justice à travers la province. Nous sommes présents dans 26 communautés en régions éloignées dans le cadre de la Cour itinérante. Nous sommes présents à l'Assemblée nationale et au bureau du Premier ministre. Ainsi, l'implication des constats spéciaux représentés par le syndicat se situe dans les trois sphères d'action de l'État, soit le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Considérant la nature policière des fonctions effectuées par nos membres et les risques y étant associés, nous nous sommes sentis directement interpellés par les travaux du comité. Comme vous avez pu le constater à la lecture de notre mémoire, notre principale revendication est celle pour laquelle nous sommes devant vous aujourd'hui, est l'obtention d'une appellation de corps d'emploi qui nous permette d'exercer nos fonctions de façon efficace et sécuritaire. À notre avis, cela passe par l'utilisation du terme « police » pour désigner nos membres. Il s'agit d'une mesure pouvant facilement être mise en place avec un impact réel et important en lien avec la sécurité non seulement des constats spéciaux eux-mêmes, mais aussi la population québécoise dont ils ont la mission d'assurer la sécurité. Dans le cadre de notre allocution, nous n'entendons pas revenir spécifiquement sur l'historique du corps d'emploi des constats spéciaux, ni sur la formation qu'ils doivent suivre. Nous vous référons à notre mémoire qui présente ces sujets de façon détaillée. Nous serons également en mesure de répondre aux questions plus précises que vous pourriez avoir à ce sujet lors de l'échange qui suivra notre allocution. Notre présentation d'aujourd'hui viendra apporter des précisions quant aux fonctions des constats spéciaux et aux risques particuliers auxquels ils font face dans le contexte actuel. Les constats spéciaux ont des pouvoirs d'arrestation, de fouille et d'enquête. Conformément à la loi sur la police, c'est eux qui, à l'intérieur des édifices relevant de leurs compétences, maintiennent la paix, l'ordre et la sécurité publique, répriment le crime et recherchent les auteurs des crimes. De façon pratique, les constats spéciaux du ministère de la Sécurité publique s'assurent du respect de la loi dans les lieux où ils œuvrent et, lorsque requis, procèdent à des enquêtes et utilement à des arrestations qui peuvent mener au dépôt d'accusation par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Ces pouvoirs sont exercés sur une base quotidienne. À titre d'exemple, pour l'année 2019, les constats spéciaux du ministère de la Sécurité publique ont exécuté 1850 mandats d'arrestation visant des personnes recherchées, ont porté assistance à 166 reprises à un autre corps policier ou à des ambulanciers et ont fait 35 interventions
auprès d'individus ayant un état mental perturbé. De plus, nous avons soumis environ 430 dossiers au directeur des poursuites criminelles et pénales pour évaluation. Ainsi, tant la nature de l'intervention que les conséquences qu'elles peuvent entraîner pour l'individu visé, elles sont les mêmes que pour les interventions effectuées par les policiers auprès de l'individu commettant des infractions. Pour remplir ce mandat, les constats spéciaux disposent d'un équipement complet, identique à celui des policiers, soit notamment une arme à feu, un gilet pare-balles, des menottes, un bâton télescopique et du poivre de Cayenne. Ainsi, les constats spéciaux sont les policiers des milieux où ils remplissent leurs fonctions avec les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de ces fonctions policières. Ce dont ils ne disposent pas, cependant, c'est du respect général de la population envers leur statut et leur autorité. En effet, malgré l'existence du corps d'emploi de constats spécial depuis 1969, la population en général peine à comprendre où se situe le constat spécial entre l'agent de sécurité et la police. Les activités de sensibilisation faites à travers les années n'y changent rien. Nous pouvons notamment penser à notre présence dans les foires d'emploi, aux activités d'intégration avec des étudiants du secondaire ou à la distribution de dépliants qui n'ont pas pu améliorer la situation au fil des années. Selon mon expérience, je peux vous affirmer que pour le citoyen, il y a deux statuts, soit agent de sécurité et policier. Cela étant d'autant plus vrai que le terme constat spécial désigne de nombreuses réalités fort différentes. En effet, l'appellation constat spécial nous amène à être désignés de la même façon, par exemple, que les constats spéciaux nommés à la SPCA, ce qui n'est aucunement significatif des fonctions policières que nous effectuons au sein de l'État. Cette méconnaissance de notre corps d'emploi, de nos fonctions et de nos pouvoirs devient particulièrement problématique lorsque vient le temps d'exercer notre autorité, que ce soit par des ordres ou par une mise en état d'arrestation. À titre d'exemple, il arrive que des citoyens, lorsque nous les plaçons en état d'arrestation, communiquent avec les services policiers afin de dénoncer la situation. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un exemple flagrant de l'incompréhension que peut avoir le citoyen sur nos pouvoirs. Ainsi, lorsque nous devons intervenir auprès de gens qui se désorganisent, ce qui est relativement fréquent dans les milieux dans lesquels nous sommes appelés à remplir nos fonctions, il n'est pas rare que ces derniers nous repoussent, nous frappent, nous disent de les lâcher, ne comprenant pas vraiment notre rôle et nos pouvoirs. Il va sans dire qu'une intervention n'est pas un moment propice pour procéder à une explication détaillée de notre statut, surtout lorsque la personne est désorganisée et ainsi saisit mal les explications qui lui sont faites. Il faut que la personne visée par l'intervention soit rapidement consciente que notre autorité consciente de notre autorité pour qu'elle puisse s'y soumettre, comme c'est le cas avec un policier qui intervient sur un individu. Or, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, ce qui porte atteinte aux intérêts et à la sécurité de toutes les personnes impliquées. D'abord, il y a le constat spécial qui doit intervenir auprès d'une personne qui ne comprend pas ou ne reconnaît pas son autorité, ce qui augmente les risques de débordement violent. Il est évident qu'une personne ne réagira pas de la même façon aux ordres et au contact physique de la part d'un policier que de la part de toute autre personne. Elle s'opposera plus vivement à cette dernière. Ensuite, il y a la personne elle-même qui risque d'empirer sa situation en commettant une infraction d'entrave ou en commettant des voies de fait sur un agent de la paix. Ces conséquences supplémentaires sont inutiles et découlent d'une incompréhension facilement évitable selon nous. Finalement, il y a tous les autres citoyens présents sur le lieu. En effet, le rôle des constats spéciaux est d'assurer la sécurité et le respect de la loi dans les lieux relevant de leur juridiction. Plus ils sont en mesure de remplir adéquatement cette fonction, plus la sécurité de gens se trouvant sur les lieux est renforcée. À l'inverse, des débordements mettant tout le monde à risque, ce qui est contraire au fondement même de l'existence des constats spéciaux et de leur présence dans les lieux qu'ils protègent. Il s'agit cependant d'un problème pouvant facilement être réglé, ou du moins grandement diminué. En effet, un changement d'appellation, en apparence simple, peut créer un monde de différence sur le terrain. En incomparant le terme police à l'appellation d'emploi des constats spéciaux que nous représentons, on leur accole cette étiquette universellement reconnue comme représentant l'autorité. Le terme police ne porte pas interprétation chez le citoyen soumis à son autorité. Ceux qui refusent d'obéir à un policier le font par choix et non par incompréhension.
Le fait que le rôle d'un policier se passe d'explication auprès de la population en général est central dans un contexte où les interventions doivent se faire rapidement et en toute sécurité auprès des gens commettant des infractions. Tel que mentionné plus tôt, la personne auprès de qui est faite l'intervention doit être en mesure de comprendre rapidement les pouvoirs de la personne qui exerce de l'autorité sur elle. Nous faisons d'ailleurs souvent affaire à des gens désorganisés ou souffrant de troubles mentaux, ce qui rend encore plus difficile l'explication de ce qu'est un constat spécial et le respect de nos pouvoirs. Le fait de voir l'inscription police inspire le respect et, minimalement, une compréhension de l'autorité dont dispose légitimement l'individu portant ce titre. Les appellations possibles contenant le terme police sont multiples. Nous estimons que les appellations police des institutions de l'État ou police sécurité publique sont celles qui devraient être privilégiées car elles décrivent parfaitement le rôle de nos membres dans les lieux où ils remplissent leur mandat. Il en va de la sécurité de tous. Un élément supplémentaire ne doit pas être négligé, soit l'assujettissement des constats spéciaux au régime déontologique des policiers. Cet élément qui vient avec le pouvoir de policier impose naturellement un stress accru sur les constats spéciaux. En effet, lors de leur intervention, ils doivent penser comme des policiers. Ils sont conscients que leur conduite pourra être examinée plus tard sur le plan déontologique et que leur intervention doit ainsi se dérouler de façon professionnelle et sécuritaire pour tous les gens impliqués. D'ailleurs, les plaintes déontologiques contre les constats spéciaux ne sont pas rares et viennent avec leur lot de conséquences, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, et ce, quelle que soit qu'elles soient fondées ou non, la plainte. Encore un peu moins d'une minute, M. Perales. Continuez. Je termine dans une minute. Ce lourd fardeau pour les constats spéciaux ne vient pas avec l'élément positif que devrait normalement l'accompagner, soit le respect associé à leur statut. Ainsi, les constats spéciaux sont assujettis aux mêmes obligations déontologiques que les policiers, mais se butent à des difficultés spécifiques dans l'accomplissement de leurs fonctions, difficultés directement liées au manque de respect associé à leur corps d'emploi. Cela place les constats spéciaux dans une situation indûment difficile. Or, la simple utilisation du mot « police » viendrait remédier à ce problème. En conclusion, nous pensons que les constats spéciaux sont actuellement à la croisée des chemins et que ce comité peut nous aider pour l'avenir à nous acquitter adéquatement et sécuritairement de nos fonctions. Il s'agit d'une occasion tout indiquée pour le faire. La voie de la sensibilisation n'ayant pas porté fruit, nous sommes d'avis qu'il est temps de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux constats spéciaux et aux citoyens québécois une protection adéquate. La solution évidente et la plus simple est l'utilisation du terme « police ». Nous espérons que nos revendications à ce sujet seront entendues. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, M. Perales. C'est clair. Alors, ça met la table à la période d'échange qui va s'amorcer. Alors, on va commencer avec M. Louis Côté. M. Côté, vous avez la parole. Bonjour, merci d'être avec nous en passant aujourd'hui. Question que je me pose, cette demande-là que vous avez faite, est-ce que c'est une demande que vous discutez régulièrement avec le ministère ou c'est la première fois que vous déposez une demande semblable? Tout d'abord, merci de nous inviter. On est très heureux d'être présents avec vous. C'est une demande qui est faite depuis de nombreuses années. La seule chose, c'est que nos gestionnaires ne voient pas les choses de la même façon. Nous considérons que nous faisons le travail sur le terrain de police, mais eux considèrent qu'on a un syndrome, on souffre d'un syndrome de policier. Alors qu'on a rétorqué que non, on ne souffre d'aucun syndrome, nous sommes malades de rien du tout. Nous faisons juste le travail que la loi nous autorise à faire, c'est-à-dire le travail à peu près équivalent d'un policier. C'est-à-dire un devoir d'arrestation, un pouvoir d'arrestation, de fouille, d'enquête et de soumettre des dossiers au procureur, au DPCP. Dans la structure du ministère, vous relevez d'un sous-ministre ou d'un directeur? Non, on relève présentement d'un directeur. Un directeur? Oui, nommé en fonction publique. Ça va, M. Côté. M. Matt, la parole est à vous. Est-ce que votre cas de devenir policier ou d'avoir l'appellation de policier est associé avec une normalisation de vos conditions de travail avec celles des policiers? Non, écoutez, de toute façon, Patrick, ou si tu vas intervenir, mais notre demande est faite depuis longtemps. Comme je vous dis, on a eu beaucoup de discussions avec, bien sûr, nos gestionnaires.
Bien sûr, on a fait des représentations même à un haut niveau, à un moment donné, auprès des ministres, de la vice-première ministre, au niveau du bureau de la vice-première ministre. Donc, non, nous avons fait cette demande-là à l'intérieur de nos demandes au cours de la négociation en cours. Par contre, il n'est nullement question d'autre chose que l'appellation. Nous pensons que c'est crucial pour nous. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Et j'aimerais aussi dire peut-être une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure à M. Côté, je pense, c'est bien ça. Nous avons le double chapeau. C'est-à-dire que c'est plutôt rare de voir que des gens comme les constables spéciaux portent le chapeau de fonctionnaire, mais aussi le chapeau d'agent de la paix, ce qui, à quelque part, je pense que ne va pas ensemble. D'ailleurs, plusieurs policiers avec qui nous avons parlé au niveau des enquêtes, ça nous le disent, ils sont surpris de voir que nous portons ces deux chapeaux-là, autant fonctionnaires qu'agents de la paix, donc assujettis bien sûr à la loi sur la police. Donc, Patrick, est-ce que j'aurais oublié quelque chose des fois? Non, c'est ça. La demande est faite là, sur l'appellation. La demande est faite dans nos demandes, dans notre dépôt qu'on a fait pour la négociation. Mais ça ne change rien là, à la négociation parce que quand on négocie selon le travail qu'on fait. Puis le travail qu'on fait, c'est un travail policier. Ça veut dire qu'il y ait le terme ou pas, dans la négociation, reste la même chose. Sauf qu'on a ça dans nos demandes, là, mais en espérant qu'il y ait... Le travail sur le terrain ne change rien. On demande une rémunération en conséquence. C'est ça. Merci. Ça va, M. Matt. Mme Jennings. Oui, merci beaucoup. Vous savez qu'au niveau fédéral, le gouvernement en 2015 a créé un service de protection parlementaire dont le directeur est un membre de la GRC, mais c'est par une loi séparée et c'est entièrement à l'extérieur, séparé de la GRC et des ministères, etc. Il relève des deux présidents de la Chambre et du Sénat. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui devrait exister pour notre Assemblée nationale, d'avoir une unité dédiée à l'Assemblée nationale? Et ça, c'est à part de votre demande d'appellation policier. Maître Gueulard, voulez-vous arriver ou peut-être je pourrais commencer la réponse? Écoutez, nous, on représente les trois piliers de l'État, législatif, exécutif et judiciaire. Donc, vous comprenez que nous autres, on agit à travers la province à tous les niveaux. C'est sûr qu'au niveau gouvernemental, c'est sûr qu'une loi n'est pas impossible, mais Maître, pensez-vous qu'il y aurait un problème, Maître Gueulard, là-dessus? En fait, la question, je pense que c'est pour vous de votre côté. Est-ce que vous voyez une problématique avec la façon dont la sécurité est gérée à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça devrait être assujetti à des règles différentes, finalement, de celles qui sont en vigueur présentement? Présentement, tout se passe très bien. Le travail se fait de très belle façon. Je veux dire, au niveau du code d'éthique, de code d'éthique, la déontologie policière, ça se fait à l'Assemblée nationale, dans les palais de justice, dans les édifices gouvernementaux. Dans les édifices gouvernementaux, tout se passe de façon très bien. Par contre, nous ne pensons pas qu'il est nécessaire d'avoir une loi comme au fédéral, mais comme je dis, il faudrait d'abord en connaître un peu plus. Je ne veux pas m'avancer trop sur cette loi-là parce que je ne peux pas dire que je la connais personnellement. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Gibault, c'est à vous. Oui, alors, moi, j'ai passé ma vie avec vous. Vous m'avez gardé toute ma vie en sécurité. Merci quand même. J'essaie de comprendre profondément. Là, moi, je suis genre, pourquoi, tu sais, c'est quoi ça, le syndrome du policier? Est-ce que ça, on prend pour acquis qu'il y a un syndrome? C'est parce que j'ai de la difficulté. Si vous savez. Vas-y, Patrick. Ben, c'est parce que quand on a eu un changement de garde dans notre direction, là, on a profité un petit peu. Il y a eu un grand changement dans nos directions. Là. Ils ont créé la sécurité de l'État. Puis on est rendu à une branche qui appartient à la sécurité de l'État. Quand vous regardez l'organigramme d'aujourd'hui, le nouvel il y a nous autres, il y a la DPP, les gardes du corps, puis il y a les renseignements. À partir de là, on a commencé à leur demander, quelqu'un qui travaille avec nous, d'avoir une pensée policière. Quand on prend des ententes avec eux autres, parce qu'ils pensaient beaucoup en fonction de la fonction publique ou bien en fonction du service correctionnel, où ils nous comparaient souvent à des corps qui ne nous représentaient pas vraiment puis le travail qu'on faisait. Oui, on collabore beaucoup avec eux, mais ça ne nous représente pas. Ça veut dire qu'on a commencé à leur parler de penser de façon policière.
Puis à partir de là, quand certains employés parlent à leur gestionnaire, bien souvent, ça commençait à sortir. On le sait, vous avez le syndrome de la police. Ça a commencé à sortir d'où ça vient, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le dire. J'ai de la misère à comprendre un refus ou pas d'ouverture d'esprit sur l'appellation, si je peux comprendre, peut-être. Juste là-dessus, il me semble qu'il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un peu de chair autour de l'os, que dire que vous avez un syndrome de police. Ben, ça a énormément déçu les membres. Je dois vous dire que les constats spéciaux ont été énormément déçus de voir le peu de soutien de la part de leurs gestionnaires. Parce que le travail qui se fait tous les jours sur le terrain, là, on peut inviter n'importe qui à venir sur le terrain. Vous allez voir quel est le travail qui se fait. Vous n'avez pas besoin de me convaincre. Oui, voilà. Voilà, mais je peux dire qu'on a été très déçus de la réponse et de la vision qu'ont nos gestionnaires du travail des constables tous les jours sur le terrain. Ça va, Mme Gibault. Est-ce que, moi, j'en aurais une question. Est-ce que, puis là, je ne me mets pas à la place du ministère pour vous dire non. Est-ce que la formation, vous l'évoquez dans votre mémoire, à l'École nationale de police, c'est très comparable avec le policier. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas une formation préalable, la formation de policier en fait 3 ans de cégep, puis je comprends qu'il y a des membres chez vous qui l'ont fait aussi. Ce mot police-là qui semble être difficile à accorder, est-ce que, en partie, vous pensez que ça peut être une question de formation ou c'est simplement parce que c'est réservé? Non. Non, je vais vous dire, Monsieur le Président, là, écoutez, on l'observe tous les jours sur le terrain. Des fois, des madames, des messieurs viennent nous voir. C'est quoi ça, constat spécial? Est-ce que c'est comme à l'université? C'est-tu comme au Festival Western à Saint-Tite, là, où ils ont nommé des constats spéciaux cet été? Non, il y a 2 étés, je veux dire. Non, nous ne sommes pas des gens à temps partiel ou le nommer 7 jours comme la loi le confère. Là. Nous sommes des agents de la paix formés pour assurer la sécurité des lieux, protéger les gens. Donc, on fait de la sensibilisation, mais on voit que pour les gens, c'est difficile dans leur tête de voir entre... Pour eux, il existe 2 choses, un agent de sécurité et un policier, excusez-moi. Et entre les deux, ils ont de la misère parce qu'ils vont à l'Université de Montréal, ils voient des constats spéciaux. Ils vont à la SPCA, ils voient des constats spéciaux. OK? Je veux dire, ils vont à Saint-Tite, peut-être voir au Festival Saint-Tite de Western, ils vont peut-être voir des constats spéciaux. Ils arrivent au palais, ils voient des constats spéciaux. Ben pour eux, c'est la même chose qu'ils voient tous les jours. Une confusion des genres, là, clairement. Vas-y, Patrick. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Peut-être que j'ai mal compris la question, là, mais je ne sais pas si eux autres, ils voient un lien qu'ils vont devoir prendre des aspirants policiers ou même ils vont être obligés de demander une technique policière pour pouvoir, s'ils font le changement d'appellation. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que la façon qu'on recrute en ce moment, là, ça a quand même un avantage parce qu'on recrute des personnes, des fois, qui ont un bagage déjà existant, déjà dans des bacs, la trentaine, c'est ça, avec des bacs. Comme les conventionnels qui arrivent. C'est ça, puis moi, je trouve que c'est un avantage là, de pouvoir recruter parmi la population. Comme même pour des aspirants policiers, ça serait un avantage de venir chez nous. On a beaucoup d'aspirants policiers qui viennent chez nous comme occasionnels. Ils sont engagés comme occasionnels en attendant d'être placés dans un corps de police. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après ça, ils partent pour un corps de police. Et il y a ça aussi, je trouve que c'est un avantage chez nous parce que ça leur apprend, ils voient ce qui se passe après leur arrestation. Ils comprennent mieux le système quand ils partent. Ils ont déjà une base là, de communication avec le monde, les personnes avec qui ils vont faire affaire. Là. Maître Engelhardt. Oui, simplement sur votre question, de façon un petit peu plus précise, simplement pour ajouter que faut vraiment toujours bien cadrer notre demande, c'est-à-dire que la demande est au niveau de l'appellation. Je pense que c'est bien important lorsqu'on parle de police des institutions de l'État ou de police sécurité publique qu'il existera tout de même 2 genres à ce moment-là. Mais le fait d'associer, de permettre l'utilisation du terme police entraînera les effets là, dont on a parlé dans le mémoire et dans l'allocution, selon nous. Donc, dans la dénomination, on peut marquer la différence. Exactement. Exactement. Monsieur Côté. Vous autres, au niveau des constats spéciaux, vous êtes à quel échelon? 13? Nous, 14. 14? Okay. Au niveau de la fonction publique, là, leur barème à eux, là, on est 14. Oui. Parfait. Donc ouais, je connais l'échelon 12, 13 parfaitement. C'est le bout de mes doigts ou à peu près. Donc, 14, ça me donne une idée à peu près où vous vous situez. Donc, voilà. Ça va pour moi. Merci beaucoup. Ça va? Monsieur Matt. Oui, écoute, question. Est-ce que vous sentez des objections de la part des corps de police? Écoutez,
c'est une impression seulement que je vais vous donner, mais on travaille avec eux tous les jours. D'ailleurs, des fois, ils vont nous dire, sur le terrain, des fois, ça va être incroyable de nous demander, des fois, ils sont tellement débordés eux-mêmes qu'ils vont demander si on ne pourrait pas faire des fois certaines tâches qui leur sont dévolues. Alors, je dois vous dire que les relations avec les corps policiers sont très bons. Et je dois vous avouer que je ne penserais pas que. Parce que nous, on parle avec tous les corps, autant les corps de police que les corps des gens de la paix. Je ne pense pas que ça créerait une commotion au sein des policiers si on ferait, selon notre demande aujourd'hui. On a un gros travail fait auprès des autres corps de police. Là. Puis, envers eux, on commence à être de plus en plus reconnus. Là. On a beaucoup de collaboration, d'échanges de renseignements. Puis, ça va très bien de ce côté-là. Au niveau des enquêtes, des renseignements, il y a beaucoup de collaboration entre les corps de police et nous. Permettez-vous juste en complément? Oui, allez-y, M. Matt. Au Parlement à Québec, est-ce qu'il y a encore des gens de la Sûreté du Québec ou c'est vous autres qui assurez l'autonomie? Il y a encore des gens de la Sûreté? La Sûreté du Québec est là, mais on est de plus en plus présent un peu partout dans toutes les activités de l'Assemblée. C'est ça, c'est un directeur. Le directeur de la sécurité est un membre de la Sûreté du Québec. OK, merci. Ça va. Madame Jennings. Oui. Au niveau de la diversité, c'est quoi le pourcentage des hommes-femmes? C'est quoi le pourcentage des membres racialisés ou ethnoculturels? Je dois vous avouer que le ministère là-dessus a fait du travail incroyable. De plus en plus de nos collègues sont de différents horizons, de différentes cultures. C'est un enrichissement. Écoutez, j'ai des gens qui sont asiatiques, d'origine différents, Moyen-Orient, latino-américains. Donc, je pense que c'est des gens de race noire d'ailleurs. Je dois vous avouer que, d'ailleurs, quand on se parle entre nous, on peut comparer un peu la façon de faire qu'eux-mêmes ont connue, de leur expérience passée. Donc, je dois vous avouer que le ministère a fait beaucoup. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je peux vous avouer qu'il y a beaucoup de diversité. Même au niveau des femmes, le ministère force pour aller chercher le plus de femmes possible à chaque cohorte à l'École nationale de police. On essaie d'aller chercher le plus de femmes possible. Et je dois vous avouer que c'est un enrichissement incroyable de pouvoir parler à tous ces gens-là, autant les femmes que les hommes, que différents horizons. Ça fait du bien. Moi, en tout cas, un de mes meilleurs collègues, il s'appelle Johnny Ng, c'est un Asiatique. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un excellent constable. Et c'est juste de voir, de pouvoir partager. Il vient de Hong Kong, de Chine. Donc, vous voyez, de voir les forces policières là-bas. En tout cas, c'est juste beau de voir. Je connais aussi un monsieur qui est un ancien de la police militaire. Qui travaille ici chez nous, juste de voir l'expérience qu'il a acquis, qu'il transmet aux jeunes. En tout cas, c'est beau de voir ça, en tout cas, de différents horizons. Oui. Comme on vous disait, la façon de recruter qu'on fait, comme nous autres en ce moment, ça nous aide beaucoup pour ça. C'est plus facile d'aller chercher, vu qu'on n'a pas besoin d'une technique policière, c'est plus facile d'aller chercher différentes communautés et différentes personnes. Ça va. Madame Gibault, ensuite, j'aurai une question. Madame Gibault. Oui, sur le terrain, êtes-vous souvent en relation ou accompagné d'agents de sécurité? Garda, par exemple, pour ne pas le nommer, parce que moi, je l'ai vécu beaucoup. Est-ce que vous y voyez, c'est quoi vous? Écoutez, sans vouloir dénigrer personne, là, je veux dire, ils font leur mieux, ils font leur travail, mais ça n'a rien. On compare des pommes avec des oranges. D'ailleurs, on vient de signer avec le ministère le 29 juillet dernier une entente concernant la sous-traitance. On considérait présentement qu'on faisait appel de plus en plus à des compagnies privées de sécurité. Et le gouvernement a signé une entente avec nous le 29 juillet dernier où on met fin à ça. Mais M. Perales, est-ce que vous ne pensez pas que dans des endroits, je comprends, dans un petit palais de justice où on a besoin d'un constable spécial de temps en temps, là, parce qu'il ne siège pas tous les jours, par exemple, mais dans les gros palais de justice où il y a un trafic incroyable de toutes les salles en même temps, là, pas en pandémie, là, on s'entend que tout le monde se calme, là, mais quand il y a beaucoup de trafic et de la gestion ici, je vous donne l'exemple, chez nous, il fallait changer de salle à Gatineau. Il fallait partir de la salle 4 dans le public, aller à la salle 5, puis retourner. En tout cas, c'était l'enfer, la sécurité. Est-ce que ça peut apporter une aide? Je ne parle pas de vous remplacer, mais est-ce que vous ne pouvez pas voir aussi
dans le volume qu'on peut apporter? Non, mais ils sont présents. Attention, ils sont présents. Ça, il n'y a aucun problème. Un exemple, la loi sur les tribunaux judiciaires accorde aux gestionnaires le droit d'engager des firmes. Par exemple, chez nous, en même temps, au Palais de justice de Montréal, ils vont être présents aux arches de détection et ils vont être présents à la console de sécurité, des fois à l'accueil. Ça, oui. Mais lorsque vient l'intervention, admettons qu'un constable est seul, parce qu'on a mis 3 agents de sécurité, qu'il est seul dans le palais et qu'il doit faire une arrestation qui vire mal, les agents ont beau être là, ils ne pourront pas aider le constable. Il est seul. Alors, Patrick, peut-être l'entente vient encadrer tout ça. On n'avait pas d'encadrement. C'est-à-dire qu'on pouvait retrouver des agents de sécurité qui faisaient le travail de constables spéciaux. C'est-à-dire que l'entente est venue encadrer tout ça. Elle est venue, ils ont le droit d'en prendre, mais dans des cas très spécifiques. Puis on a trouvé des endroits où ça devait être des constables, des endroits où ça devait être des agents de sécurité. Puis on a mis ça dans une entente pour pouvoir s'assurer que dans l'avenir, on n'a pas d'incidents qui ont été arrivés dans les dernières années. Et si je peux rajouter à ça, vous vous souvenez des événements de Maniwaki? Oui. La veille, j'étais avec 2 gestionnaires parce qu'on avait quelque chose à faire, une équité procédurale, comme on appelle. Et je parlais justement de la sécurité des constables, à quel point c'était préoccupant. Et le lendemain, survient l'appel. Constable tout seul, personne n'intervient, il le laisse vraiment à lui-même. Vous pouvez comprendre notre colère à ce moment-là. Mais vous pouvez comprendre aussi pourquoi on refusait de siéger quand les constables spéciaux n'étaient pas là. Et ça, on l'apprécie beaucoup. On l'apprécie beaucoup. Ça va, Mme Gibault? Avant de passer la parole à mon collègue Louis Côté, moi, j'ai une question. Puis encore une fois, je me demande encore quelles sont les raisons pour lesquelles on ne vous l'a pas accordé depuis longtemps, ce statut-là. Est-ce que, selon vous, ça pourrait être, par exemple, le fait que vous ayez la nomination police, qui est un poste supplémentaire pour éventuellement revendiquer des conditions qui s'apparentent à celles des policiers? Je ne sais pas si vous saisissez un peu et qu'il y a une réticence à vous, à faire de vous des policiers, même institutionnels. Mais, vas-y, Patrick, tu veux dire? Moi, je crois que c'est ça la raison. Je vais être franc avec vous. Je crois que c'est la raison principale. Ils ont vraiment peur qu'on demande. Mais comme on vous a expliqué, lors des négociations, on ne peut pas demander plus que qu'est-ce qu'on fait. On doit encadrer selon le travail que nous faisons. Qu'on ait l'appellation police, on ait le constat spécial. Ça va être le même travail au bout de la ligne. Puis quand on s'assied sur une table de négociation, il va falloir négocier avec les mêmes conditions de travail qu'on a en ce moment. Le fait d'avoir le mot police ne changera pas nos conditions de travail, ne changera pas le travail qu'on fait. C'est juste que ça va l'aider, ça va l'améliorer sur le terrain. Au citoyen. Le citoyen ne se posera plus de questions. Là. Ça arrive souvent qu'on a des arrestations qu'on aurait pu éviter si on aurait eu le bon terme décrit sur la veste par balle. Mais où vous avez raison, M. le Président, c'est qu'effectivement, des fois, on veut juste amorcer la discussion et tout de suite, c'est un non. Alors, on se dit, ça va être à cause de ça, j'imagine. Ils s'imaginent qu'on veut demander, je ne sais pas, une augmentation. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, là, c'est que pour le citoyen et le constable, que sur le terrain, les choses se passent de façon sécuritaire et avec une certaine compréhension de part et d'autre. De ne pas devoir détailler l'arrestation et que oui, on peut le faire, et comment ça se fait que vous pouvez le faire, et avez-vous des pouvoirs? Ça, c'est pas normal lorsqu'on doit vite faire une arrestation parce qu'on ne peut pas se permettre des débordements. Il faut que ça se fasse de façon... Donc, de clarifier la relation entre... Monsieur Côté, je pense que le temps file. Vous allez avoir le mot de la fin. Allez-y. Très, très, très rapide. Vous comprenez aussi que pour avoir l'appellation police, il faut que un corps policier soit légalement formé. Mais je pense que c'est ça qui fait peur. Je dois vous avouer, là, j'ai l'impression que mettez-vous à la place de certains de nos gestionnaires qui ne pourraient plus être là demain, alors que le but n'est pas ça qu'on recherche. On veut justement clarifier la situation sur le terrain. Mais pour eux, ils voient peut-être toutes ces conséquences-là. Mon gestionnaire qui fait partie de la fonction publique, qui n'a jamais été un gestionnaire d'un corps de police ou qui n'a jamais vraiment travaillé dans un corps de police, ne pourra peut-être plus être là demain. Alors, cette fois, ce sont juste des incompréhensions, mais nous, le but, c'est pas ça. Nous, on leur dit depuis longtemps, on veut que sur le terrain, les choses soient claires de part et d'autre, surtout pour le citoyen. Parce qu'il y a des impacts. Vous savez, Patrick pourrait vous en parler à un moment donné. Là, Patrick, tu pourrais donner un exemple qui est arrivé d'une madame de 70 ans. Si tu pourrais en parler, s'il te plaît. Je peux juste vous dire, là, on va prendre un exemple plus récent. On a une madame qui a perdu la garde de ses enfants.
tout simplement. Là, vous comprenez qu'à la sortie de la salle de cours, elle était dans tous ses états. Là, elle est descendue au local où la DPJ gardait ses enfants. Puis, madame, on ne pouvait pas la laisser voir ses enfants là, dans cet état-là. Là. Il fallait vraiment qu'elle se calme. Il ne fallait pas que les enfants la voient là. On s'est approché pour la calmer. Madame s'est mise à crier après les constables qui étaient là. Vous n'êtes pas de la police, vous ne pouvez pas m'empêcher de voir mes enfants. Puis là, on a essayé d'expliquer de se calmer, puis que notre rôle. Madame, elle a encore crié, vous n'êtes pas de la police. Pousse un constable, frappe l'autre constable. Madame se ramasse avec des accusations de voie de fait sur un agent. On la menotte, on l'amène en bas dans notre poste, on la rentre dans la cellule. Un coup calmé, on a réussi à expliquer qui qu'on était. Puis madame a dit avoir su, jamais j'aurais fait ça. Wow. Ça a été ça, sa réponse. C'est avoir su, jamais j'aurais fait ça. Puis le lendemain, quand elle s'est présentée, parce que c'était une garde provisoire, le lendemain, quand elle s'est présentée, elle parlait avec nous autres, puis elle ne nous en voulait pas, mais madame s'est mise dans une situation plate, là, à des accusations. Avec l'émotion, des fois, la décision. Puis souvent, c'est du monde qui ne sont pas criminalisés, là, souvent. C'est du monde qui, justement, ils ne nous connaissent pas. Maître Engelhardt? Bien, je pense que votre question, M. Côté, est très importante. Puis je pense qu'il ne faut pas perdre de vue non plus que la revendication est au niveau de l'appellation. Et selon nous, il y a moyen au cœur de la loi d'octroyer cette nouvelle appellation-là sans nécessairement qu'elle soit accolée à un corps de police au sens de la loi. C'est-à-dire que la loi prévoit, par exemple, l'appellation de constables spéciaux. Dans cette section-là, pour ne donner qu'un exemple, on pourrait détailler, par exemple, les constables spéciaux du ministère de la Sécurité publique pourraient recevoir une appellation qui serait celle de policiers des institutions de l'État, par exemple, ou de policiers sécurité publique. Donc, encore une fois, on recentre un peu nos revendications, mais elles sont vraiment au niveau de l'appellation. Et pour nous, ça ne passe pas impérativement par la création d'un nouveau corps de police au sein de la loi sur la police, mais plutôt par une réforme de cette section-là, finalement, là, qui parle des constables spéciaux et qui pourrait permettre une nouvelle appellation. OK. Ça va. Mme Jennings, est-ce que vous aviez... Non, ça va. Bien, écoutez, je pense que c'est clair. Merci beaucoup pour votre mémoire. Merci beaucoup pour vos propos. Je pense que c'est venu préciser un certain nombre de choses. M. Perales, M. Melo, M. Engelhardt, merci beaucoup d'avoir contribué à notre réflexion sur la réalité policière. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. bonne soirée. Merci. Au revoir.